Parfait, merci beaucoup. Bienvenue à tous pour ce premier webinaire d'une série de 3 destinés à vous aider à avancer sur les questions numériques. Dans un instant, je vais avoir le plaisir d'accueillir Monsieur Benoît Huet de la NAP, à qui je passerai la parole tout de suite après mon introduction, et Sébastien Deldon, un DSI dans le secteur médico-social depuis plusieurs années, mais il se présentera mieux lui-même tout à l'heure. Je vais peut-être enlever ça le temps que je parle. Avant d'ouvrir ce webinaire, je voulais simplement représenter rapidement l'URIOPS qui co-organise ce petit parcours de 3 webinaires pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le réseau. Le réseau UNIOPS-URIOPS qui représente les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales depuis plus de 70 ans, en faisant le pont tout en indépendance avec les pouvoirs publics et avec toujours comme moteur la défense des publics fragiles, ce de manière totalement intersectorielle, interfédérale. En région, les URIOPS, et ici à l'URIOPS en Auvergne-Rhône-Alpes, nous agissons en représentation, en alerte auprès des pouvoirs publics, sur de la formation aussi, plusieurs nous connaissent vraiment plutôt comme ça, mais aussi en soutien, en accompagnement de nos adhérents. Vous pouvez aussi nous connaître à travers nos supports de communication et d'information, de veille technique, politique et juridique que l'on diffuse. Et bien sûr, nous sommes toujours à disposition de nos adhérents pour tout conseil ou question sur nos champs d'expertise, qu'ils soient sectoriels ou transverses, comme du droit social, par exemple. Et pour ma part, je suis Lionel Guéret, conseiller technique à l'URIOPS, sur toutes les questions de gestion, de tarification, de financement et aussi beaucoup de CEPOM. Donc, il nous avait semblé important de vous proposer ces quelques temps d'échange et de présentation dédiés au programme numérique dans les structures médico-sociales, car c'est un sujet majeur dont toutes les structures vont devoir s'emparer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais il est vrai aussi que le numérique, c'est un secteur d'expertise, et pour certains, on peut ressentir un peu d'appréhension à vouloir se lancer dans ce chantier-là, qui peut justement paraître un peu complexe lorsqu'on n'a pas cette expertise. Mais ces enjeux sont bien identifiés par les équipes qui pilotent la stratégie numérique, et particulièrement le volet médico-social. L'accompagnement nécessaire pour permettre aux structures de prendre ce virage numérique est bien pris en compte. Est-ce que les projets et leur financement vont vouloir éviter, justement, c'est que certains établissements isolés se lancent de manière un petit peu décousue, non réfléchie, non planifiée dans ce passage au numérique. Et puis, vous verrez, quel que soit votre niveau de maturation du projet aujourd'hui, que vous en soyez à déjà simplement vouloir vous équiper d'un matériel correct ou vraiment de vouloir faire évoluer votre système déjà en place pour le rendre vraiment beaucoup plus efficace, interopérable avec d'autres et réellement au service du parcours de la personne, il y a quand même des étapes à suivre. Et ça, vous le verrez plus particulièrement avec Sébastien tout à l'heure. Mais il y a vraiment une réflexion globale à avoir avec différentes étapes qui vont pouvoir nécessiter de se rapprocher d'autres structures, d'autres établissements et éventuellement de s'appuyer sur des ressources d'expertise pour vous accompagner. Donc, des financements sont prévus pour ça. On va avoir l'occasion d'en parler brièvement avec Monsieur Huet de la NAP. Mais il y a un vrai budget qu'on peut qualifier d'historique pour permettre au secteur médico-social de bien prendre ce virage important. Une première enveloppe déjà de 30 millions de la CNSA dès ce début d'année pour la phase d'amorçage. Et en relais, il va venir un budget de presque de 600 millions d'euros pour pouvoir investir et mettre en œuvre les projets sur 5 ans. Donc, nous vous proposons pour démarrer un petit parcours de 3 webinaires qui sont complémentaires et qui sont qui se veulent un peu opérationnels. Beaucoup de webinaires présentent le programme ESMS numérique. Le cas échéant, bien sûr, on reviendra dessus, on pourra répondre à vos questions. Et on souhaitait vraiment aujourd'hui vous apporter une vision un peu plus globale qui peut se formaliser autour de la construction, de la constitution que l'on peut faire d'une fiche action qui soit dédiée au numérique. Dans le cadre des négociations CEPOM notamment, vous serez peut-être amené, et je dirais même plus que ça, vous auriez même tout intérêt à discuter avec vos autorités et à apporter des objectifs numériques dans vos contrats pour vos établissements.
Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et pour le deuxième webinaire, on reparlera des financements du plan, de l'importance qui est portée sur la coopération, des appels à projets qui vont arriver. Et on verra comment on peut mettre en place, travailler la coopération dans le numérique et voir les possibilités de mutualisation. Et puis pour le troisième webinaire, là, ce sera un webinaire plus spécifique destiné aux réponses aux appels à projets. La date sera fixée une fois que les premiers appels à projets seront sortis en début d'année. Voilà. Bien, j'ai fait le tour pour cette présentation, introduction rapide. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Benoît Huet, chef de projet de l'ANAP, sur les secteurs numériques. Voilà. Monsieur Huet, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que votre micro fonctionne? Oui, est-ce que vous m'entendez aussi? Parfaitement bien. Je vais couper le mien pour pas qu'il y ait d'interférence et puis je vous laisse la parole. N'hésitez pas à nous dire pour les passages de diapos. Et voilà. D'accord. Alors, je vous remercie. J'ai la lourde tâche de vous faire en 15-20 minutes un résumé rapide de là où en est l'État et ce qui est possible pour vous dans les prochains mois et dans les prochaines années pour pouvoir agir côté système d'information dans votre structure. Le premier élément que je vais essayer de couvrir un petit peu, c'est que ça fait 18 mois, 2 ans que la CNSA, la DGCS, la CNAM, l'Agence du numérique en santé, la Direction du numérique en santé, et puis l'ANAP aussi, l'Agence nationale d'appui à la performance, travaillent toutes les semaines pour préparer un grand plan pour faire évoluer les systèmes d'information dans le secteur médico-social. Alors, vous en entendez parler maintenant parce que on va partir vers une phase d'amorçage. Au fond, la phase d'amorçage, l'objectif, c'est d'essayer un certain nombre de leviers qui vont être mis à votre disposition et qui ont pour objectif que vous puissiez avoir une informatique qui devienne utile pour vos professionnels, utile pour vos usagers, pour votre structure, et qu'elle le soit un petit peu plus qu'hier. Voilà, tout simplement. Alors, en termes de slides, voilà un sommaire très rapide un petit peu. C'est pourquoi le numérique dans le médico-social, parce que ça a été notre première étape, savoir pourquoi. La deuxième, c'est quels sont les véritables besoins. Le troisième, c'est la feuille de route, c'est au fond les lignes directrices, la stratégie, la politique qui est en train de se déployer. Et puis la première brique financière qui est le programme SI-ESMS de la CNSA. Qui a pour objectif de renforcer vos logiciels dans vos structures, c'est-à-dire le dossier d'usager informatisé qu'utilisent vos professionnels ou que pour ceux qui l'ont et pour ceux qui l'ont pas encore, pouvoir en installer un. Alors, je vais commencer par la première étape. Le secteur médico-social attend du numérique, au fond, 4 grandes choses. Hein. Le premier point, c'est plutôt pour la personne accompagnée. C'est pouvoir accéder à ses soins de manière plus simple, d'être informé de manière plus fluide et plus constante. Et puis, au fond, de participer beaucoup mieux à sa santé parce que, étant informé, il peut agir dessus. Voilà. L'un des points qui sera le plus visible, ça sera le fait que l'usager sera en lien avec sa structure, avec le professionnel de manière numérique. C'est l'idée de fond n'est pas de se dire que le numérique va remplacer l'oral, le contact humain. C'est simplement renforcer. Voilà, le numérique n'est qu'un outil. Hein, il faut pas croire qu'il va révolutionner le monde. Il va bouger peut-être un petit peu les lignes, mais l'objectif c'est que ce qui est dit à l'oral, il y a certains éléments qui sont intéressants pour dans la longueur, qui sont intéressants de noter, d'avoir
de l'information mis quelque part pour pouvoir être réutilisée, soit par l'usager, par le professionnel. Et en fait, le numérique est bien là pour ça. Voilà. Le troisième point, du moins pour le professionnel, le but c'est d'améliorer un petit peu son quotidien. Souvent, la mise en place d'un logiciel, c'est aussi revoir un petit peu ses pratiques, donc les améliorer un petit peu. On est vraiment dans une démarche qui est typiquement médico-sociale, hein, la démarche qualité. Elle est récurrente et au fond, utiliser les outils numériques s'inscrit un petit peu dans cette amélioration-là, tout simplement. Et puis, on se rend compte que la notion de coopération entre les acteurs hors de la structure reste un point d'amélioration, même s'il y a beaucoup de contacts. Une structure est toujours en contact avec l'extérieur, avec d'autres structures, avec des partenaires. On se rend compte que, étant donné que l'information est un peu orale, de temps en temps, on a besoin aussi de l'écrire pour qu'elle soit bien notée par le partenaire et qu'il n'y ait pas de couac sur le quotidien. Et puis, on a deux autres attentes qui sont plutôt pour les professionnels de la régulation, de l'accès au droit, où là, on a un besoin accru de connaissance de l'offre et des besoins, voilà, parce qu'en fait, le besoin est quelque chose qui est pas toujours clairement identifié. Et puis, un besoin de pilotage un petit peu plus simple et un petit peu plus opérationnel et un peu plus pragmatique, voilà, par rapport aux besoins des usagers. Et puis le quatrième élément que l'on se rend compte depuis assez longtemps, c'est que le numérique transforme tout doucement le secteur. Le secteur médico-social est en plus en mutation et donc globalement, il améliore l'ensemble du système de santé de manière très progressive et continue. Je vais passer assez rapidement sur ce slide. En fait, on a écouté énormément, pendant ces 18 mois, on a écouté énormément d'organismes gestionnaires, de fédérations, d'ARS pour pouvoir établir un plan plutôt global. Et au fond, est ressorti de manière assez nette le fait que le numérique, c'est bien gentil de parler d'informatique, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'usage. Voilà. Et que pour ça, on a besoin d'avoir une politique relativement cohérente, un cadre technique informatique, commun, mais aussi une cohérence dans les politiques, dans la longueur, voilà. Le troisième élément et pas des moindres, c'est que en fait le numérique se décrète pas, il s'accompagne, voilà. Et les professionnels ont besoin d'être accompagnés, les directeurs ont besoin d'être accompagnés, mais aussi les ARS, les conseils départementaux, les grades ont besoin d'être accompagnés. Et en fait, le numérique déploie vraiment sa vraie utilité quand quand l'accompagnement est bien fait. Et un élément qui paraissait important de noter, c'est qui a été remonté par l'ensemble en fait des personnes interrogées, c'est que on veut plus une informatique bête et méchant. Sur le fond, on veut quelque chose qui ressemble au secteur. Et sur les éléments cruciaux, c'est qu'au fond, le numérique doit ressembler au médico-social et donc doit être équitable, doit être éthique, il doit être sécurisant. Voilà. Et doit être au fond déployé dans une forme de co-construction, ce qu'on appelle consensuel, c'est-à-dire que tout le monde participe, autant l'usager, le professionnel, le directeur participe à l'écriture au fond d'un outil commun qui est le numérique. Alors c'est vrai qu'il y a un outil qui est spécifique à votre structure, à chaque structure qui est le dossier d'usager informatisé, mais progressivement, on va voir que ce dossier d'usager va coopérer, va être capable de dialoguer avec l'extérieur, autant avec les autres structures, ça sera un point très très intéressant, mais aussi avec l'ARS, le CD, avec les grades, mais aussi avec l'hôpital, avec la ville, et tout ça ne peut pas se faire se faire chacun de son côté, et donc on doit travailler dans une co-construction du système d'information de demain. Voilà. Alors le système d'information aujourd'hui, il est dans votre structure et c'est celui qui va être renforcé en premier. Mais ce système d'information va faire partie d'un système d'information plus large qui est celui de la santé.
Le deuxième point qu'on a voulu traiter en profondeur, c'était les véritables besoins du directeur. Donc, j'en ai fait une petite slide. On se rend compte qu'un directeur se pose trois grandes questions. Le premier, c'est le système d'information, c'est bien gentil, mais ça sert à quoi? Voilà. Une partie des directeurs sont pas convaincus. Une partie se disent oui, bon, c'est plutôt de l'informatique. Et puis il y en a d'autres qui commencent à toucher du doigt le fait qu'en fait ça peut être très intéressant en termes d'amélioration des pratiques, en termes de communication interne. Voilà. Donc ça c'est la première question. La deuxième question est plutôt sur maintenant que je me rends compte que ça peut être utile, comment je fais? Donc là, on se rend compte qu'il faut financer son système d'information, il faut l'accompagner auprès des professionnels et il y a un point aussi important, c'est qu'il faut acquérir des compétences SI parce qu'en fait, c'est comme le côté juridique ou le côté RH, à un moment donné, on est un peu perdu parce que c'est un peu pointu. Voilà. Et donc, il faut avoir autour de soi des compétences SI et des compétences SI qui soient pas toujours de l'extérieur, voilà, des compétences qui soient neutres et qui conseillent de manière simple, opérationnelle et qui n'a pas obligatoirement, comment dire, une envie de vendre une prestation ou de vendre quelque chose qu'il connaît, mais une vision plutôt partagée. Et puis, on a une troisième question. Un certain nombre de directeurs voient bien arriver que leur système d'information va devoir communiquer avec l'extérieur. Et là, ces directeurs se posent en fait une troisième question, c'est le système d'information de demain, le numérique de demain. Il va falloir qu'il dialogue avec ma structure va devoir dialoguer de manière numérique avec l'extérieur et donc il nous faut un cadre commun qui soit de langage commun. Il va falloir fiabiliser un peu les logiciels parce que la plupart des logiciels de dossiers d'usagers en structure sont d'une fiabilité relative et pour pouvoir dialoguer avec l'hôpital et le monde de la ville, il va falloir renforcer un peu cette partie-là. Et puis là, on se rend compte aussi que côté compétences SI, il va falloir encore le cran d'au-dessus parce que c'est bien d'avoir un technicien informatique à côté de soi pour se faire conseiller, mais à un moment, ce technicien, lui aussi, devrait être conseillé parce que ça devient pointu de faire communiquer les systèmes d'information entre eux. Les deux autres transparents qui suivent, l'idée c'est l'état dans tout ça, voilà. Et globalement, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est que on s'est rendu compte qu'en santé, les systèmes d'information, ils n'étaient pas connectés entre eux, ils étaient de qualité très variable et les compétences humaines étaient très disparates. On a des structures qui n'ont pas de techniciens, il y en a certains qui ont quelques prestataires, il y en a d'autres qui se sont regroupés pour pouvoir avoir une vraie équipe système d'information et numériques et qui sont conseillés au quotidien sur ce sujet-là, qui ont pu et donc en fait on a des compétences qui va du rien du tout à vraiment très très avancé puisque même l'intelligence artificielle est en train de poindre le bout de son nez côté médico-social avec des valeurs éthiques, avec pour objectif d'améliorer en fait ce qui se passe en structure et dans les organismes gestionnaires. Et en fait, il y a des structures à tous les niveaux. On s'est rendu compte que ces trois grands éléments étaient relativement problématiques parce qu'on peut parler de perte de chance. Alors là, d'habitude, on parle de perte de chance pour l'usager. Alors ça, c'est clair. L'usager perd a une perte de chance parce qu'en fait, la structure qui est en lien numérique avec l'usager, elle arrive à lui communiquer son agenda, à communiquer en direct avec un chat. Ils peuvent échanger sur le petit quotidien, même sur des petits problèmes avec les usagers et leurs familles. On se rend compte que le numérique accélère tout ça, même si la famille est très très loin. Voilà. Mais c'est aussi une perte de chance pour le professionnel parce que le professionnel, il est en train d'avancer, il est en train d'acquérir des compétences et quand il n'a pas les compétences numériques, eh ben pour lui, c'est une perte pour son avancée professionnelle. Et puis, c'est aussi une perte de chance pour la structure parce que la structure qui est intégrée aujourd'hui, qui a intégré le numérique comme un outil d'amélioration du quotidien, un outil qui aide la qualité au quotidien, eh bien, en fait, on voit un écart entre les structures qui ont pris le numérique, le virage du numérique, et ceux qui ne l'ont pas pris. Et pendant la période de Covid, ça a été très, très marqué. On se rend compte qu'on a des structures qui sont
complètement out, qui ont utilisé pourquoi pas WhatsApp pendant 3 mois, mais qui ont arrêté derrière parce que l'outil était pas sécurisant, il n'était pas fiable sur la longueur, alors que d'autres structures étaient prêtes à cette partie-là. Et le Covid a fait simplement, le confinement a fait simplement accélérer les choses. Et les professionnels utilisent aujourd'hui le numérique comme un outil supplémentaire pour accompagner les usagers. Et donc, on voit un écart très marqué pour les structures, pour les professionnels et les usagers, pour ceux qui ont fait le virage et ceux qui l'ont pas fait. Globalement, ce qui se passe depuis 2 ans, on a une stratégie nationale d'une certaine nationalisation pour répondre aux professionnels et pour répondre et pour protéger les citoyens. Je peux vous le résumer en quelques mots. Cette nationalisation, elle est dans le transparent suivant, qui est on a un certain nombre de services à rendre à l'usager, aux professionnels, pour qu'il puisse bien faire son travail et pour qu'il puisse avoir un outil numérique au service de son quotidien. Le premier, c'est d'avoir un espace commun, voilà, avec l'usager, entre le professionnel et l'usager. Le deuxième, c'est d'avoir un lien sécurisé entre les professionnels. Le troisième, c'est d'avoir un disque dur partagé entre les professionnels pour pouvoir échanger sur et surtout tracer sur la longueur un certain nombre d'éléments et de pouvoir réutiliser des informations dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On s'est rendu compte aussi que la prescription était un élément quand même qui consomme énormément de temps et qui a des difficultés d'être fiable de bout en bout. Donc, en fait, il va y avoir une prescription complètement numérique qui va être mise en place. Et pour le dernier élément, c'est la notion de coordination complexe. Même si ça touche qu'une partie de vos usagers, on se rend compte que cette coordination est l'une des plus chronophages. On s'est rendu compte aussi que le numérique pouvait améliorer énormément l'échange entre la ville, le monde médico-social et l'hôpital. Donc, globalement, vous allez voir, vous proposer ces 5 services nationaux qui vont être à votre disposition, qui vont se mettre à votre disposition. Ces 5 services sont orientés avec une trentaine de grandes actions. Là, vous en avez 26 et une version à 30 maintenant qui arrive. Je vais pas passer trop de temps, mais l'idée, c'est que les systèmes d'information de chaque structure, de chaque hôpital, de chaque chaque personnel en ville suivent un peu 5 grandes orientations avec une trentaine de chantiers derrière. Voilà. Je vais passer cette étape-là. Les 2 autres transparents aussi, je vais les passer pour pas perdre trop de temps et être beaucoup plus rapidement opérationnel. Ce que je voulais vous prendre aussi quelques minutes pour vous dire que le premier élément important qui va arriver au premier trimestre 2021, c'est le fait que on va commencer à financer une partie du dossier d'usager informatisé que vous avez en structure. Si vous l'avez en structure, c'est de l'améliorer et de vous aider à l'améliorer. Pour ceux qui n'ont pas de dossier d'usager informatisé, c'est de le mettre en place. Ce financement va passer par une première étape qu'on appelle l'amorçage. Au fond, on va tester une quinzaine de grands leviers de changement pour voir si ça améliore un petit peu les choses dans votre quotidien et dans le quotidien des professionnels et des usagers. Ça veut dire que chaque ARS va avoir un petit budget pour financer quelques projets en région pour pouvoir essayer pour voir si ce financement a un réel impact sur votre quotidien et celui des professionnels et des usagers. Et puis, pendant une grosse année, on va essayer de faire tourner ces projets-là. On va avoir une cinquantaine de projets qui vont être subventionnés, donc 2-3 par région. Et après, on va passer par une phase de généralisation. Et là, en fait, on a un financement relativement massif qui s'appuiera sur les résultats de l'amorçage. Voilà. Les leviers qui sont le plus rentables et ceux qui vous aident le plus à mettre en place du numérique auprès de vos professionnels, qui vous sont le plus utiles et qui ont un réel impact, seront financés à grosse dose. Voilà. C'est
un petit peu l'idée de fond. Bien sûr, tout ça ne se fera pas sans un développement des compétences numériques de vos professionnels, de vous-même en tant que directeur, mais aussi des équipes SI qui doivent monter en compétences. Si vous n'avez pas d'équipe SI, là se posera la question si vous ne pouvez pas mutualiser avec d'autres structures cette compétence SI parce qu'il va vous en falloir dans les 5 prochaines années. Et puis l'autre pan, et donc la dernière flèche bleue que vous voyez en face de vous, c'est qu'on va faire une partie de ces leviers, c'est aussi de faire évoluer les éditeurs pour que vous ayez des outils plus simples, plus fiables et qui tiennent dans la longueur, voilà, et qui soient plus interopérables avec l'extérieur. Le transparent suivant met un petit peu en lumière ce que vous avez comme avantage d'intégrer ce grand programme ESMS numérique tourné autour du dossier d'usager informatisé. Pour le professionnel, ça lui permet de se doter d'outils plus modernes, d'être en sécurité aussi parce que régulièrement, on voit des professionnels, entre autres de soins, mais dans d'autres domaines, qui sont pas toujours en sécurité parce que le médecin n'a pas signé l'ordonnance et pourtant il faut bien donner quelque chose à l'usager. Voilà, il y a plein de cas qui montrent que il faut avancer, acquérir des compétences nouvelles, je vous en ai parlé. Vous, en tant que directeur, ça permet de moderniser votre structure, de s'adapter aussi aux besoins des salariés qui ont besoin d'avancer, d'avoir des nouveaux outils pour accompagner les usagers. Et ça permet aussi de renforcer la fiabilité des processus internes à la structure. Pour le responsable numérique, je ne vais pas passer trop de temps, mais lui aussi doit monter en compétences et donc il y gagne pas mal de choses. Le dernier élément, c'est l'usager lui-même qui va y gagner dans le sens où il va avoir une correspondance plus moderne, plus à jour, plus en temps réel et d'être finalement beaucoup plus acteur en direct de sa santé. Voilà, je voulais pointer du doigt un tout petit peu ce que l'ANAP pouvait faire pour vous. L'un des points, c'est nous, on est très en soutien de tous les acteurs qui se mettent autour de la table et qui se mettent autour d'une région et qui se disent, nous, dans notre région, on veut avancer côté numérique médico-social. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, historiquement, on a énormément de ressources en ligne. On en a fait quelques kits. Dont un qui est spécifique pour vous, directeur de structure. Je voulais prendre un tout petit peu de temps là-dessus parce que vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus sur les différents webconférences que vous allez faire. C'est le transparent suivant. On a une grosse boîte à outils et on a fait un kit spécifique pour le directeur. Donc, dans ce kit-là, vous allez retrouver comment comprendre les notions liées au système d'information, quels sont le langage minimum à acquérir, bien comprendre aussi que vous, en tant que directeur, votre position, c'est bien d'être stratégique et non d'être technique, parce que dès qu'on rentre dans la technique, à un moment, il va falloir avoir fait des années d'études et d'avoir pratiqué des années d'informatique pour pouvoir être compétent. Donc, c'est pas votre objectif premier, c'est de rester stratégique. Comment je pilote cette stratégie numérique dans ma structure? Donc, le deuxième point, c'est de faire un état des lieux de sa situation, de sa structure. Et puis, le dernier élément, c'est d'engager une stratégie efficace au service des personnes accompagnées. Voilà, donc mettre en place, toujours se positionner en tant que stratège, faire un état des lieux, se dire où est-ce que l'on doit aller et comment on va y aller. Et vous trouverez que dans la discussion que vous aurez aujourd'hui autour de la fiche chez Pomme, se pose un peu la question, c'est que elle est bien sur cet élément-là de stratégie. Comment je réfléchis à la préparation de mon CPOM, comment je réfléchis à ma stratégie numérique en amont, voilà. Et en amont de cette stratégie numérique, eh ben, il faut faire l'état des lieux. Donc, vous pourrez vous appuyer sur ces différents éléments qui sont proposés par l'ANAP tout au long de votre périple de trois webconférences. J'espère pas avoir trop
pris de temps, voilà. Et puis il y a un dernier kit qui est en cours qui va être bientôt mis à votre disposition, qui vous permettra d'aller un peu plus loin. Ça veut dire que quand vous êtes engagé vers un projet de mise en place ou de mise à jour ou de montée d'utilisation de votre dossier usager informatisé de votre structure, vous aurez tout un kit qui vous permettront de réussir un peu mieux ce projet dans votre structure. Voilà. J'espère pas avoir pris trop de temps. Très bien, merci beaucoup Benoît. J'ai regardé en même temps, j'ai vu assez peu de questions pour l'instant dans le chat. Donc, si jamais il y en avait d'autres, n'hésitez pas à les mettre pour l'instant. Simplement, il avait été demandé si une démarche identique était en place sur d'autres régions et particulièrement Nouvelle-Aquitaine. Donc, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, sur le programme, il est tout à fait national. Après, sur les webinaires et les accompagnements, etc., il en a parlé rapidement. L'objectif, c'est aussi d'essayer de structurer un petit peu des gens, des acteurs qui puissent porter ça, présenter, réfléchir collectivement, région par région, sur la question du numérique. Donc, sur la région Nouvelle-Aquitaine, je ne saurais pas forcément vous dire pour l'instant ce qui se fait, mais je pense que c'est en tout cas dans les objectifs de la NAP et d'autres, d'essayer de favoriser justement ces discussions au sein des régions. Voilà. J'ai pas vu d'autres questions sur le chat. J'en vois. Ah si. Est-ce que vous auriez des dates plus précises sur le planning de déploiement du DEI pour la phase pilote généralisation? Je peux pas vous donner de date très précise en janvier. En fait, là actuellement, les ARS vont recevoir dans les prochains jours en fait leur instruction qui va leur préciser ce que ils vont devoir faire. Voilà. Et à cet endroit-là, vous permet comment dire, cette instruction va boucler définitivement les dates. Voilà. Et donc, je préfère ne rien vous dire. Les ARS, de toute façon, dès qu'elles auront l'instruction, vont vous communiquer ces dates-là. Chaque ARS aura peut-être un tout petit peu de décalage, mais globalement, en janvier, il faut avoir un dossier qui est un minimum prêt, voilà, pour pouvoir postuler à cet appel à projet qui va se dérouler plutôt en février, mars, avril, pour que vous ayez un accord de l'ARS en avril, mai maximum. Voilà, c'est quelque chose comme ça. L'objectif est d'avoir une mise en place relativement rapide pour que en novembre-décembre, on puisse faire un premier état des lieux de l'impact de ce financement-là, pour que en fait le Ségur, hein, les 600 millions qui sont déployés côté médico-social, puissent démarrer comment dire, être diffusé en termes financiers en janvier 2021. Voilà. Donc, il y a un vrai lancement janvier 2020 de l'amorçage et de la généralisation un an après. Vous connaissez, l'administration, elle est toujours un petit peu en retard, mais vu la pression qui a eu lieu par le premier Ségur, le premier confinement avec le Ségur. Là, on sent que le Ségur a même une seconde accélération en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a, pour janvier 2020, c'est une certitude. Pour janvier 2021, il y a une grande chance qu'il y ait très peu de décalage, puisqu'on imagine même l'avancée. J'ai deux dernières questions. Une sur où en sont actuellement les éditeurs au niveau de la labellisation et donc la mise en place de ce marché. Et une autre aussi qui nous disait que nous avons déjà déployé le DEI. Donc ceux qui l'ont fait pourront-ils être aidés car ces investissements sont faits au détriment d'autres? En fait, le financement est fait sur projet, c'est-à-dire et pas du tout sur la maintenance ou le quotidien. C'est-à-dire que si vous avez un dossier d'usager installé, que vous en utilisez à moitié et que vous voulez utiliser l'autre moitié,
c'est fort possible que votre projet puisse être subventionné. Si vous avez un dossier d'usager que vous voulez monter de version parce que vous voulez que ça soit interopérable avec le dossier médical partagé, qui est au fond le disque dur partagé de demain, ou la MSS, la messagerie sécurisée de santé, qui est au fond le lien entre professionnels que je vous parlais tout à l'heure, pour qu'il soit interopérable, il faut qu'il monte de version, et donc cette montée de version sera aussi subventionnée. Le troisième possibilité, donc la première, c'est installer un dossier d'usager. Le deuxième, c'est monter de version du dossier d'usager. Le troisième, c'est aussi acquérir pendant un certain temps un chef de projet pour aider à l'usage. Voilà. Donc, vous pouvez déposer un dossier sur ce type de demande, c'est-à-dire, OK, j'ai un dossier d'usager, mais il est peu utilisé, donc je demande à un chef de projet pour pouvoir soit me payer, soit faire avancer l'usage, soit monter de version, soit installer un dossier d'usager. L'assistance à maîtrise d'ouvrage par un chef de projet peut être utilisée dans tous les cas. Il y aura aussi un marché sur la partie technique, dans le sens où vous pourrez vous faire aider ou avoir des prix préférentiels sur la partie matérielle voilà, parce qu'un logiciel, ça s'installe et ça s'utilise avec des PC, voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il me semble que oui. D'accord. Merci beaucoup, Benoît, pour cette participation et cette intervention, vraiment. Je vais passer maintenant la parole à Sébastien. Juste pour préciser, il y avait une ou deux petites questions rapides qui passaient aussi. Effectivement, la phase d'amorçage, c'est bien janvier 2021 et déploiement en janvier 2022. Oui, bien noter. Je me suis trompé, oui. Et oui, aussi une personne qui posait la question, ce n'est pas forcément que du logiciel, ça peut être aussi du matériel et du réseau dans les différents projets qui pourront être présentés. Donc, je vous présente Sébastien Bellon. Bonjour. Je vais également peut-être retirer mon masque le temps de la présentation pour que vous m'entendiez, si j'y arrive. Pour introduire un petit peu la fiche CEPOM numérique, il était important de parler de ce qu'on appelle communément schéma directeur informatique ou schéma directeur des systèmes d'information. La fiche CEPOM n'étant au final que la traduction de ce schéma directeur dans le CEPOM. Petite introduction par rapport à ce schéma directeur. Donc, la construction d'un schéma directeur DSI, elle consiste tout d'abord à faire un bilan de votre informatique, de votre système d'information. Une fois ce dernier réalisé, l'enjeu sera de définir le niveau de maturité que vous avez et le niveau de maturité souhaité. Et de proposer donc ce schéma directeur qui va vous permettre de l'atteindre et qui va vous permettre d'exploiter les outils numériques en adéquation avec vos besoins. Le schéma directeur, c'est donc le reflet de la vision et des choix que vous aurez à réaliser. Il a pour but de donner les orientations et de définir les grandes lignes, les principaux objectifs et projets dans le temps. Il permet de définir les priorités en termes de réalisation et de donner une visibilité sur ses ambitions et également de se donner un budget. Tous les établissements, même les plus petits, devraient avoir une vision de leur informatique. En termes de formalisme, il n'y a pas une fiche schéma directeur type. Il y a surtout besoin que ce schéma directeur présente dans des mots simples la situation actuelle de votre établissement ou de votre projet et la situation souhaitée. Le seul élément qui nous paraît indispensable chez EasyDSI pour bien réussir son schéma directeur, ça va être de le quantifier en termes d'indicateurs. Pour vous présenter un petit peu rapidement d'où je viens et mon parcours, j'ai été pendant 16 ans directeur du système d'information d'Habitat Humanisme, qui est un groupe qui œuvre dans le logement social, mais également dans le médico-social avec 45 maisons de retraite de type EHPAD. En 2012, on m'a chargé de rédiger un schéma directeur pour le groupe
un groupe de 6000 utilisateurs, donc 4500 bénévoles, et de réunir au sein d'un groupement de moyens informatiques des équipes et logiciels pour 90 entités juridiques qui étaient autonomes. Et donc en 2015, on a intégré dans ce schéma directeur les 45 EHPAD du groupe. Donc là, l'idée, c'était de proposer une vision un petit peu tout inclus du réseau, des postes de travail, de la sécurité, pour essayer de déterminer ce qu'on appelait un coût au PC. Donc ça, ce schéma, il touchait environ 200 sites connectés en France et 1500 PC. Donc on a été amené à construire ce schéma directeur et à le piloter pendant 7 années, et on facturait même aux adhérents les coûts du GIE par rapport à ces indicateurs, et notamment par rapport au nombre de PC. Donc voilà, à l'époque, pour réaliser un tel suivi, on avait été obligé de développer un logiciel spécifique pour ce GIE, parce qu'on n'avait pas trouvé forcément d'outils pour suivre ce schéma directeur. Bon, convaincu un peu par cette expérience et puis souhaitant rester dans le secteur, j'ai créé en 2019 une société de services où je propose à la fois d'aider les entités sur la partie schéma directeur, mais également j'ai été amené à proposer des services de direction informatique partagée. Dans le cadre de ce qui peut être prévu dans les prochains mois, sachez aussi que parfois, en effet, sur certains établissements, vous n'aurez peut-être pas les moyens, les budgets d'embaucher à temps complet, même avec l'aide de l'État, quelqu'un. Donc, il y aura peut-être besoin de partager cette personne entre plusieurs établissements, voire même de coopérer. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce parcours-là. Simplement aussi, au fil de mon parcours, j'ai côtoyé pas mal de directeurs d'établissements, peut-être un peu plus de 150, soit dans des groupes associatifs avec une politique informatique bien définie, soit dans d'autres groupes plus petits avec une politique un peu moins formalisée, soit même dans des établissements autonomes. Ces rencontres m'ont permis de me donner une bonne idée du secteur. Les directeurs d'établissement se retrouvent avec les mêmes besoins informatiques que les grandes entreprises, gérer leur parc, gérer des contrats, gérer leurs applications, leurs projets, de la sécurité, du RGPD, mais très souvent avec aucun spécialiste pour traiter tout ça. Benoît parlait tout à l'heure du besoin de se renforcer sur ce thème-là, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est criant dans le secteur, donc la tâche est importante. Pour illustrer un petit peu le fait qu'il faut avoir une stratégie un peu globale, un directeur d'établissement d'EHPAD m'a dit un jour tu es en train de m'expliquer que j'ai loupé des cases sur le jeu de loi et que je vais devoir reculer. Et cette image m'avait assez marqué à l'époque. J'avais fait ce schéma et je me suis rendu compte qu'en effet, il avait raison. C'est-à-dire que chaque fois qu'on délaissait complètement une case importante, et à chaque fois qu'on tombait sur un bug, sur un virus ou sur une évolution un peu importante, on pouvait très bien être amené à reculer de case et à revenir quasiment au départ. Pour l'exemple, ce directeur avait mis en place de la télémédecine dans un établissement qui possédait une connexion ADSL très très light et des PC anciens sous XP qui n'étaient pas maintenus. Et donc là, en fait, l'expérience, elle s'est révélée. On parlait d'expérience pour les usagers comme pour le personnel. L'expérience, elle s'est révélée assez catastrophique. Donc il y a une importance fondamentale de traiter ces fondamentaux de l'informatique et d'essayer de les consolider au maximum. Et même si les directeurs d'établissement ne doivent pas rentrer dans le technique, ils doivent arriver à un moment à comprendre au moins les enjeux pour pouvoir définir ce schéma directeur. La première étape du schéma directeur dans vos établissements, elle est donc assez importante, c'est de connaître son système d'information et ce qui la compose. Il va être difficile de se projeter si on ne connaît pas ce qu'on a à l'heure actuelle. L'étape de base du jeu de loi nécessite pour être franchi de mettre en œuvre un inventaire initial, puis de le mettre à jour ensuite en continu pour pouvoir bien gérer son système. Donc là aussi, c'est un élément important parce que pour être allé dans pas mal d'établissements,
entre les contrats, entre le matériel, entre les logiciels. Très souvent, pour recueillir l'ensemble de l'information du système d'information, c'est une étape qui peut être assez longue parce que les informations sont assez éclatées et il n'y a pas forcément tout le temps de référents dans les établissements sur ce sujet. Donc là aussi, je ne peux que vous conseiller, vous amener à essayer de désigner, de trouver un référent sur ces sujets-là, sur la partie système d'information dans vos établissements. Donc, il y a un élément sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est que si on va se fixer déjà la première étape, c'est de se fixer des objectifs dans le schéma directeur. Hein. Donc, faut tout simplement les définir. Et il est bon à chaque fois qu'on se fixe un objectif, c'est de se mettre un indicateur. Et on dit toujours que ces objectifs, il faut qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient atteignables. Il faut pas aussi se fixer des objectifs trop ambitieux au démarrage. Hein. On l'a vécu dans certains établissements qui souhaitaient mettre en place 4 ou 5 logiciels en même temps. Donc, il faut être aussi réaliste dans ce qu'on peut faire au niveau temporel. Mettre en place des éléments mesurables et essayer aussi dans le temps de pouvoir suivre et de l'évolution de ces indicateurs, tout simplement pour que vous, en tant que direction, vous puissiez avoir confiance sur le fait que tout est en train de bien se déployer. Quelques chiffres. Donc, s'il y a 92% des utilisateurs qui sont plutôt satisfaits de leur matériel, il y en a 42% seulement qui jugent sa gestion efficace. Donc, ce qu'on voit très couramment, c'est que les chiffres qui sont cités, c'est qu'il y a 7 jours en moyenne qui sont perdus par an et par utilisateur par rapport à une informatique qui fonctionne pas ou par rapport à des bugs. Et ce chiffre, de ce que j'ai pu voir, il est globalement plus important dans des domaines comme le médico-social qui ont manqué pendant des années d'investissement dans l'informatique. Et donc, on peut considérer que le temps perdu par les collaborateurs, il est un peu insidieux, on ne le voit pas, il est difficile à mesurer, mais il est quand même là. Et que ça aussi, c'est un des objectifs du schéma directeur, c'est de pouvoir fournir aux collaborateurs des outils qui fonctionnent pour que derrière, l'usager puisse être servi en temps et en heure. Au niveau des projets informatiques, de manière globale, pas spécifiquement dans les médico-sociales, mais il y a seulement 39% des projets informatiques qui réussissent. C'est pas un élément très important. Et moi, je viens aussi renforcer la parole de Benoît de tout à l'heure. C'est que même si vous avez mis en place déjà un outil de dossier usager informatisé, le faire porter et vous demander un appui à un chef de projet informatique un peu spécialisé pour vérifier que le cahier des charges a bien été répondu, pouvoir rédiger ce cahier des charges, pouvoir choisir avec vous le prestataire adapté, pouvoir aussi faire ce qu'on appelle de l'accompagnement au changement ou de la conduite de changement, parce qu'on se rend compte que ces logiciels sont intégrés au cœur des pratiques du personnel, est très important, que vous ayez déjà votre dossier ou que vous ne l'ayez pas. Donc ça, c'est un élément qui permet d'aller accroître un petit peu le taux de réussite des projets. On considère qu'un projet n'est pas réussi en informatique, pas quand on l'arrête, mais quand les utilisateurs n'utilisent pas l'outil au final. Donc ça, on s'en rend compte très régulièrement. Donc, sur la partie du schéma directeur, moi, ce que je souhaitais vous faire ici, c'est de vous donner un petit peu, peut-être en rentrant des fois un peu dans le technique, mais volontairement, vous donner les grandes thématiques à aborder dans votre futur schéma directeur. La première grande thématique que l'on peut aborder, c'est celle qui est relative aux liens et au réseau. On n'imagine pas à quel point de nos jours le tuyau peut faire que les utilisateurs puissent travailler ou pas. C'est un élément complètement essentiel de nos jours. Et je dois avouer que dans les 150 établissements avec lesquels j'ai pu travailler, on a quasiment à chaque fois fait évoluer ces liens parce que c'était quasiment une des plus grandes sources de perte de temps des collaborateurs. Donc ça, je pense que c'est un des premiers leviers à actionner.
Il existe maintenant des fibres qu'on appelle pro, qui sont souvent méconnues des établissements et qui vous permettent, peut-être pour un budget supplémentaire, mais il faut quand même savoir que maintenant, tout passe par Internet, tous vos logiciels et probablement votre futur dossier usager va passer par Internet et qu'une coupure de ce dossier devient très embêtante maintenant pour le suivi au quotidien des personnes accueillies qui sont parfois lourdement suivies au niveau médical. Donc là, pour moi, il ne faut pas lésiner sur l'investissement que vous allez pouvoir mettre dans ce lien et dans votre schéma directeur. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi mis en avant dans votre schéma directeur en numéro 1. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels ou à des connexions professionnelles pour comparer plusieurs offres sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'infrastructure. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est les serveurs, c'est tout ce qui va servir au réseau. Là aussi, j'ai pu croiser beaucoup d'établissements qui hébergent encore chez elles des infrastructures, des serveurs. Et très souvent, disons-le franchement, ces serveurs n'ont pas forcément été revus, ils ne sont pas encore forcément garantis, la sécurité dessus, elle n'est pas totalement garantie, les sauvegardes n'ont pas été vérifiées depuis des mois, des années. Là aussi, dans votre schéma directeur, si vous avez investi sur un lien qui est suffisamment fiable, on considère maintenant qu'héberger ces logiciels dans un petit établissement n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il existe des hébergeurs et des hébergements très sécurisés. La plupart des dossiers usagers informatisés sont proposés ce qu'on appelle en mode SaaS, c'est ce qu'on appelle le cloud. Donc, vous pouvez les utiliser directement depuis votre PC sans même avoir hébergé de serveur chez vous. Très clairement, dans la politique des établissements SMS, mais dans la politique de l'ensemble des entreprises au niveau français et mondial, c'est quelque chose qui est en train de se déplacer et se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'hébergement en local. Donc, réfléchissez dans votre schéma directeur aussi, est-ce que je laisse quelque chose en local? Si oui, qui va s'en occuper? Quelles sont la sécurité? Et est-ce que j'ai pas la possibilité d'externaliser cette partie-là? Il y a également un autre élément qui est assez important, c'est la partie parc informatique. Donc là aussi, on se retrouve très souvent dans les établissements avec des matériels qui ont été achetés au fur et à mesure par des personnes différentes, donc un parc assez hétérogène. Très souvent un parc vieillissant, sauf pour ceux qui ont renouvelé des PC dernièrement. Mais là aussi, ça c'est un des éléments qui va être prévu dans la phase d'amorçage. Donc pensez bien à utiliser cette phase-là pour pouvoir repartir sur du matériel plus récent. Là aussi, la perte de temps elle est colossale de la part des utilisateurs. Et surtout, n'hésitez pas à réfléchir dans votre schéma directeur à la gestion de ces postes de travail. C'est vraiment là sur lesquels on va retrouver le plus de fragilité dans les établissements parce que très souvent, ces postes sont laissés un petit peu à l'abandon. Ils sont pas mis à jour, ils sont pas véritablement bien sécurisés. Ils n'ont pas tous un antivirus très à jour et la plupart des attaques qu'on peut constater dans le monde médico-social, ils viennent des postes de travail qui sont non maîtrisés. Alors, il va falloir trouver dans le schéma directeur quelque chose qui va vous permettre de mieux les maîtriser. Soit une compétence interne, comme l'a dit Benoît, soit quand c'est pas possible, une mutualisation, voire un prestataire qui va vous garantir cette conformité des postes. Certains, au niveau du support aussi, alors ça c'est quelque chose d'important. La plupart des entités ont un prestataire qui passe de temps en temps, mais n'ont pas véritablement souscrit de support. Si bien que quand un utilisateur a une panne, il est obligé d'attendre une semaine pour se faire dépanner. Là aussi, il existe maintenant ce qu'on appelle des centres de services qui permettent d'avoir un dépannage avec un coût mesuré aux utilisateurs, un dépannage en direct. Donc là aussi, quand vous réfléchissez à votre schéma directeur, essayez de limiter cette perte de temps des utilisateurs. Peut-être qu'en complément de votre infogérance ou de la gérance par un prestataire, vous pouvez aller sur un centre de service qui répond à 5-10 questions par mois, mais qui vous permet de vous dépanner.
Autre élément important, toute la partie collaborative. Là aussi, j'ai pu constater, mais ça c'est peut-être pas représentatif de tout le secteur, mais un certain retard dans cette partie collaborative. Il y a des outils comme Office 365 ou Google Cloud et quelques autres qui sont sortis et qui permettent de pouvoir faire des visios, de pouvoir communiquer entre professionnels, de pouvoir stocker des documents, de pouvoir avoir une messagerie un peu plus correcte au niveau des établissements. Donc là aussi, n'hésitez pas à partir sur ce type d'outils, à prévoir quand vous êtes en train de réfléchir au schéma directeur, à vous poser la question de ces outils collaboratifs. Je le dis au passage, pour ceux qui sont associatifs, il y en a encore beaucoup qui ne savent pas, mais au niveau associatif, vous avez des tarifs préférentiels de beaucoup d'éditeurs. Et en France, on a une association qui s'appelle Solidatech et qui gère toutes ces donations. Donc, n'hésitez pas à contacter Solidatech pour savoir ce à quoi vous avez droit. Vous avez droit à pas mal de choses, donc n'hésitez pas à l'exploiter. Très souvent, ça vous permet de réduire vos budgets informatiques, tout en profitant de solutions qui sont assez avancées. Et au niveau projet, là, il faut vraiment faire un gros focus sur la partie projet dans votre schéma directeur. Il va falloir que vous définissiez quels sont les projets sur lesquels vous voulez investir dans les années à venir. Très souvent, bien sûr, on va retrouver le dossier usager comme projet phare, mais il y a tout un tas d'autres projets. La paye, la comptabilité, parfois la gestion des temps, qui devient une vraie problématique aussi dans les établissements médico-sociaux. Je vous le disais tout à l'heure, 39% des projets réussissent. Donc là aussi, je suis tout à fait en accord avec ce que disait Benoît tout à l'heure. À un moment donné, il faut que les établissements se structurent pour avoir un porteur de projet informatique, un chef de projet informatique qui vienne accompagner les utilisateurs en local pour faire les cahiers des charges, sélectionner le prestataire, les accompagner dans tout ce qui peut être transformation et dans le changement. Donc, plus vous aurez un chef de projet de ce type-là, plus vous pourrez avancer. Donc, par rapport à cet élément-là, il est nécessaire soit de trouver une ressource externe qui vient une partie du temps, soit de coopérer. Pour résumer de toute façon de manière globale, quand on résume un petit peu les besoins d'un établissement SMS, on aurait besoin d'un directeur informatique, d'un responsable technique, d'un chef de projet et de techniciens. Mais aussi d'investissements un peu lourds parfois comme une infrastructure. Un établissement SMS seul, je ne pense pas qu'il puisse financer tout ça. Pour moi, ma conclusion, c'est qu'une coopération sur le numérique, elle est quasi inéluctable. On n'est pas obligé de faire des choses très compliquées en termes de coopération, on y viendra dans les prochains webinaires, mais à un moment donné, il faut que des coopérations émergent pour pouvoir mutualiser ces coûts, parce qu'on n'a pas besoin d'un directeur informatique à temps complet ou d'un chef de projet à temps complet. Donc là, la mutualisation, elle prend tout son sens. Je souhaitais aussi, pour pouvoir vous montrer un petit peu concrètement ce que ça peut être, de réaliser un inventaire, parce que des fois, on s'en fait un peu tout un monde, et pouvoir se dire aussi comment est-ce que je vais suivre mon informatique dans le temps. Je voulais vous présenter un exemple d'outil. C'est un outil qu'on a conçu chez EasyDSI. Cet outil s'appelle EasyApp. Il se trouve qu'il est un petit peu plus adapté au secteur médico-social. Donc, je vais vous faire une présentation de cet outil pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut faire cet inventaire et comment derrière on peut suivre le déploiement des différents outils numériques. L'objectif de l'outil, c'est mieux connaître son parc informatique, mieux connaître ses applications, ses contrats, ses fournisseurs, son budget. Donc, pouvoir collecter à un seul endroit, je vous disais tout à l'heure que des données Excel existent un peu partout, des contrats existent un peu partout, mais on les a très rarement compilés. Et donc, on n'a pas une vision très claire de ce qu'on a en informatique. Et parfois, d'ailleurs, pour les directeurs, ça peut être un peu embêtant de ne pas avoir cette vision-là. Donc, nous, il y a 3 vraiment piliers sur lesquels on s'est consacré pour pas aller trop loin non plus. Donc, dans un premier temps,
de connaître ce qu'on appelle son patrimoine informatique, ses matériels, ses logiciels, les liens, les objets connectés. Tout à l'heure, Benoît parlait d'interopérabilité. De plus en plus, les logiciels communiquent entre eux. Donc, on appelle ça une interface. Donc, les interfaces qui peuvent exister entre les logiciels. La partie téléphonie. Donc là, d'avoir une vision un peu à 360 degrés. La partie ticket. Donc là aussi, de pouvoir faire remonter de la part des utilisateurs des problématiques, que ce soit des problématiques techniques ou des problématiques sur les projets, pour que les personnes en charge de ces dossiers puissent les traiter. Et aussi pour voir, dans le cadre du schéma directeur, est-ce qu'on va vers le mieux? Est-ce que le nombre de questions augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'on n'a pas des problématiques d'accompagnement au changement? Et au niveau des projets aussi, on a des outils de gestion de projet un peu au quotidien qui peuvent être simplement des échanges, des répertoires, des Teams ou des outils de ce type-là. Mais le directeur va avoir besoin, pour son schéma directeur, d'avoir une vue un peu de pilotage de ses projets, où en sont mes projets, où on est de la partie financière. Donc, il y a ces trois éléments qui nous ont semblé impératifs d'intégrer dans un logiciel pour vraiment suivre son schéma directeur. Donc là, je suis où? Voilà, donc à l'écran va s'afficher un exemple de l'outil qu'on a conçu en interne, sur lesquels on va avoir la possibilité, et ça aussi c'est un élément important, orientez-vous de plus en plus vers des logiciels qui sont disponibles sur Internet et qui ne nécessitent pas forcément une infrastructure lourde pour tourner, parce qu'on a très souvent dans les établissements pas ces infrastructures-là. Nous, on est vraiment parti sur un logiciel de ce type-là, c'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il suffit d'être connecté à Internet et d'avoir un navigateur. Donc, dans cet outil, cet outil il est adapté soit à un établissement simple, soit à un groupe d'établissements. Donc, je vais vous montrer quelques écrans qui vous permettent de vous rendre compte de l'inventaire à réaliser. On va, par exemple, aller sur un EHPAD. Voilà. Donc, je vais aller sur la fiche de l'établissement en question et je vais aller consigner dans cet inventaire l'ensemble des éléments informatiques qui concernent mon établissement. Alors, je précise, c'est pas les directeurs d'établissement qui vont forcément faire ça, mais vous avez tous soit dans vos établissements quelqu'un qui est un petit peu en charge de l'informatique, soit un prestataire qui vient de temps en temps et qui va pouvoir vous aider à renseigner ces différents éléments. Et je souhaitais aussi préciser aussi que le but d'avoir un outil de ce type-là, c'est que les éléments, ils sont consignés à un seul endroit, certes, mais surtout, ils ne sont pas perdus au fil du temps. Moi, ce que j'ai vraiment vu dans les établissements médico-sociaux, c'est qu'à chaque changement de directeur ou à chaque changement de prestataire, on repart complètement d'une page blanche en perdant complètement son inventaire, en sachant plus vraiment ce qu'il y a dans son informatique. Donc, l'objectif, c'est que si vous changez demain de prestataire ou de directeur, que vous puissiez conserver cet historique et que la personne qui vient derrière puisse continuer et pas partir d'une page blanche. Donc, on va retrouver dans cette partie-là toutes les configurations un petit peu réseau, messagerie, donc qui vont pouvoir être inscrites, ce qui permettra aux prestataires que vous avez choisis de les maintenir. Vous allez pouvoir écrire aussi, je sais que c'est important dans les établissements, tous les services qui sont connectés au réseau. Parce que de plus en plus, on a des réfrigérateurs médicaments, on a des chaufferies connectées, on a des frigos connectés. On a pas mal d'éléments qui se connectent au réseau et qui peuvent avoir un impact en cas de panne. Si vous avez une panne et que votre appel malade, par exemple, est connecté au réseau, c'est des éléments que votre mainteneur informatique devra savoir. La partie applicative, savoir quelles applications vous avez mis en place. Est-ce que ces applications sont en production ou en projet? Depuis quand elles sont mises en place? Comment elles sont hébergées? Donc, vous allez préciser tout ça.
La partie interopérabilité aussi. Voilà, par exemple, là, on voit un exemple d'un logiciel de DUI qui se connecte à un logiciel de gestion des repas. Donc, des exemples comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Donc là, ça va vous permettre de les lister et de les faire évoluer. La partie matérielle, bien sûr, lister l'ensemble de vos matériels. Pourquoi lister l'ensemble de vos matériels? Tout simplement pour là aussi, dans votre schéma directeur, pouvoir vous dire, mon matériel, j'ai fait un inventaire initial, il va falloir que je le renouvelle sur 3 ans, à hauteur de 3, 4, 5 machines par an, plus les switches, plus éventuellement les serveurs. Mais tant que vous n'avez pas une liste de votre matériel, on est plus sur des investissements au coup par coup. On n'est pas dans le cadre d'un schéma directeur. Dans le cadre du schéma directeur, il faut vraiment planifier ça et se dire que le matériel, tous les 5-6 ans, il faut le faire évoluer. Sinon, on va être en retard par rapport à ce qui peut se faire. Et forcément, il va y avoir des pertes de temps. Il y a toute la partie téléphonie. Là aussi, la possibilité d'intégrer quels sont vos liens Internet. Si vous êtes une OG avec beaucoup d'établissements, vous pouvez avoir encore plus ce besoin-là et de pouvoir vous sortir les caractéristiques de votre lien pour éventuellement vous faire une offre tous les ans ou tous les 2 ans pour faire évoluer ce lien-là. Parce qu'il faut le savoir, les liens évoluent tous les ans ou tous les 2 ans en termes de débit. Donc, tous ceux qui n'ont pas fait évoluer leur lien depuis 4-5 ans, ils sont forcément sur un lien ancien et donc sur des débits très limités. Et également, la possibilité de consigner certains audits, là aussi, ça peut être des coûts qui sont lourds pour les établissements. Quand, par exemple, le câblage informatique a été négligé au démarrage de l'établissement ou à la conception de l'établissement, il peut y avoir un coût de câblage informatique. Donc, il est nécessaire de faire un audit de tous ces coûts un peu périphériques qui peuvent survenir, éventuellement de pouvoir prendre quelques photos, d'avoir un petit élément pour faire chiffrer aussi ces éléments-là dans le cadre de votre schéma directeur, parce que des coûts comme le câblage peuvent vraiment prendre beaucoup de budget et donc s'étaler sur plusieurs années. Ça, c'est vraiment la partie patrimoine informatique. Donc, l'outil doit vous permettre de collecter l'ensemble de ces informations et quand vous les aurez collectées, vous allez pouvoir vous dire « Ah bah oui, peut-être qu'en termes de liens, on est un peu faible, peut-être qu'en termes de matériel, on n'a pas renouvelé depuis quelques années. » Et ça va vous dégager déjà quelques visions sur le schéma directeur que vous allez intégrer dans votre fiche CPOM pour faire évoluer les différents éléments. Donc, par rapport à ça, il y a d'autres éléments importants. Il y a la partie ticket. Donc là aussi, il est bien que soit votre prestataire informatique, soit vous ayez un système pour tracer les demandes. Vous voyez par exemple là, on a un système de traçage des demandes qui peut paraître assez complexe, mais au final, c'est un tableau de bord où on voit simplement, voilà, là, il y avait un cas où le PC était simplement trop lent. Et donc, soit vous avez un prestataire qui passe de temps en temps et vous pouvez lui lister tous les éléments qu'il aura à traiter quand il va passer dans votre établissement, soit il traite ces éléments à distance, donc il va pouvoir recevoir un mail en automatique lui indiquant qu'il y a une problématique. Et pour le professionnel de santé, il est important aussi que chaque fois que le technicien a traité un problème ou le chef de projet, il puisse recevoir un email de confirmation que sa demande a été traitée. Pour vous aussi, ça va vous permettre de voir, tout simplement, de temps en temps, il y a des systèmes qui commencent à être défectueux. Et en fait, on le voit très très bien au travers d'un système comme ça. Quand on passe sur un mois de 10 demandes habituellement à 50, on se dit, oulala, il y a une problématique qui est en train de survenir. Donc ça aussi, dans le suivi un peu qualité de votre schéma directeur, de se dire, j'ai un outil qui me permet de voir un petit peu l'activité. Cet outil permet même d'aller jusqu'à mesurer le taux de satisfaction des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent donner une note de 1 à 5 parce que ça se mesure de plus en plus. Et si vous voulez mesurer un petit peu ce que fait votre prestataire, ça aussi, ça peut être des éléments qu'on met dans le schéma directeur. Au niveau le dernier élément qui est important à mesurer, c'est la partie projet. Donc, vous aurez très souvent un projet dossier usager qui va être en cours. C'est un peu l'objet de la phase d'amorçage de l'année prochaine. Donc, vous aurez un dossier usager, mais très souvent, quand on va voir dans les
dans les établissements, il y a une multitude de plus petits dossiers qui vont être tout simplement changer un lien Internet, se doter d'un logiciel ou faire évoluer le logiciel comptable. Donc, il peut y avoir plusieurs petits projets que vous avez définis dans votre schéma directeur à 2 ou 3 ans. Et là, vous allez pouvoir tout simplement les suivre. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans ce dossier usager, dans ce projet dossier usager, le décrire de manière assez simple. Voilà, vous voyez, s'il y a beaucoup de listes déroulantes, vous allez décrire votre projet. Ce qu'il est important de faire, c'est de dire, notamment quand on a plusieurs établissements, qui c'est qui va participer au projet, qui c'est qui va être site pilote, la météo du projet, les équipes qui vont être mises sur ce projet, donc pouvoir définir un petit peu les rôles de chacun. Ne sous-estimez pas cette phase. Si vous aurez besoin d'un porteur de projet informatique, donc ce qu'on appelle nous un chef de projet informatique, sachez que vous aurez également besoin d'un chef de projet qui connaît bien le métier pour que ce métier aboutisse. Et également de ce qu'on peut appeler une équipe projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui va mettre en place le projet dans votre établissement. C'est un groupe de 3, 4 utilisateurs représentatifs, peut-être le médecin, peut-être l'IDEC, peut-être une aide-soignante, peut-être une infirmière, qui soient un petit peu représentatifs du métier et qui viennent intégrer dans ce projet le fait que tous les collaborateurs se sentent concernés et écoutés. Donc, ne négligez pas cette partie de bien vérifier en permanence que tous les métiers sont représentés et que vous avez des équipes. Ça peut paraître tout à fait bête de dire ça, mais dans beaucoup d'établissements médico-sociaux, j'ai vu une dizaine de projets lancés sans aucune ressource pour les mener. Donc, ces projets, ils attendaient et ils n'avançaient pas. Donc, dans le cadre du schéma directeur, il est important de repérer qui va porter ces projets-là. Pouvoir se noter les grandes décisions prises lors des réunions, le planning un petit peu général. Donc, vous voyez, là, on s'est dit, on veut que le cahier des charges soit fait pour telle date. Donc là, il est fait à 100%. On veut que le site pilote, c'est en général 1 ou 2 sites qui acceptent de tester la solution, soit déployé pour telle date. Et qu'ensuite, on commence le déploiement en mars 2021, par exemple. Donc, essayez de se définir les 3 ou 4 grandes étapes de suivi de ce projet pour que vous puissiez de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois, venir sonder si votre schéma directeur avance bien, ou si au contraire on n'y est pas. Et également toute la partie budgétaire, combien coûtaient les licences initiales, combien on a payé. Là, le but, c'est pas de faire un logiciel de compta, mais c'est de pouvoir suivre en macro, est-ce que les budgets sont dépassés ou pas, est-ce qu'ils sont consommés, est-ce qu'on avance. L'idée dans un logiciel, c'est aussi de pouvoir se dire à un moment donné, tiens, je vais faire un focus sur le dossier projet et je vais venir voir en macro les plannings, les budgets, où est-ce que j'en suis. J'avais prévu un budget de 134 000 € pour l'ensemble de mon EG et j'en ai consommé 65 000. Donc, pouvoir suivre ce processus-là et ces projets-là au fil du temps. Ces outils-là, ils peuvent paraître complexes, mais ils sont assez faciles à prendre en main. Vous pouvez également, sur chaque entité juridique, donc là, je vais par exemple retourner dans mon EHPAD, vous allez pouvoir rattacher, c'est le dernier élément important pour rassembler toutes les informations, vous allez pouvoir attacher les contrats, donc les contrats qui sont liés à l'entité. Donc là, par exemple, on va retrouver un exemple de contrat. Et l'idée, c'est que chaque fois que vous signez un contrat en informatique, vous puissiez le rattacher ici et vous puissiez avoir une liste des contrats en sachant que vous connaissez comment ça fonctionne. Les contrats, il faut les réviser, il faut les renouveler. Donc là aussi, en ayant une alerte pour pouvoir se dire, tiens, voilà, quels sont les contrats en discussion, quels sont les contrats à renouveler ou les contrats qui sont en cours. Donc avoir une certaine idée des contrats que vous avez signés en termes informatiques. Très rapidement dans la présentation, bien sûr ces données, vous pourrez les exporter. Ça va vous servir à quoi? Un exemple concret pour le CEPOM, je vais aller dans ma rubrique matériel et je vais me dire, voilà, mon informaticien m'a dit que tous les ordinateurs ou toutes les machines qui sont sous Windows 7, je vais devoir les renouveler. Donc vous allez pouvoir venir ici
vous sortir la liste de tous vos ordinateurs sous Windows 7 et vous dire, bah tiens, je sais que l'année prochaine, je vais commencer par ceux qui sont un peu anciens, à les renouveler. Et ensuite, par la suite, vous pourrez changer de politique en vous disant, bah, je vais aller prendre ceux qui ont plus de 5 ans, par exemple. Donc ça va vous permettre vraiment, bah, d'après les données que vous aurez recueillies, de vous faire un planning pour votre schéma directeur. Quelques outils qui peuvent être intéressants aussi et quelques éléments dans les outils de pilotage aussi, bah, avoir une idée, par exemple sur la partie du matériel, du nombre de matériels qui ont été changés sur les 3 dernières années, ou de la répartition entre fixe, portable et clients légers, par exemple, parce que certains ont des clients légers. Pouvoir repérer également par rapport au système d'exploitation, c'est un peu technique, mais ceux qui sont un peu plus anciens. Donc ça fait partie des éléments. Et au niveau de notre logiciel, on a déjà également intégré une partie qui peut vous intéresser dans le cadre de ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire que si on se retrouve dans le cadre de l'EHPAD de tout à l'heure, on va pouvoir venir déclarer sur cet EHPAD le fait qu'elle ait une activité dans le secteur. Donc, on va pouvoir venir lui rajouter tout simplement une activité de type EHPAD avec le numéro de finesse, le nombre de lits, mais également, est-ce que les professionnels de santé sont inscrits au RPPS ou à la DELI? Est-ce que le DEMP a été déployé dans cet établissement? La messagerie santé a été déployée? La télémédecine a été déployée? Donc ça, on va pouvoir rentrer ces éléments-là. Et donc, là aussi, en termes de pilotage, on va avoir dans la partie santé, la répartition par établissement ou par secteur des différents établissements médico-sociaux ou sanitaires, le nombre de places. Et dans la partie activité, on a développé un petit module spécifique qui vous permet de suivre, là aussi en termes d'indicateurs, le déploiement de la télémédecine, du DMP, de la messagerie santé et des registres RPPS à DELI. Et également de pouvoir suivre, parce que ça, en fait, beaucoup d'établissements encore ne le font pas et c'est quelque chose d'assez simple à déployer, de pouvoir suivre la mise en œuvre de votre messagerie santé. Donc, la messagerie sécurisée santé est une messagerie spécifique pour la partie médicale. On peut avoir 3 types d'adresses, des adresses applicatives, des adresses nominatives ou des adresses organisationnelles. Et ici, vous allez pouvoir suivre une liste de ces adresses-là qui ont été demandées ou qui sont en place et pouvoir demander auprès de votre fournisseur de messagerie santé de nouvelles adresses ou pouvoir vérifier avec lui que toutes les adresses sont bien créées et fonctionnelles. Voilà. Bon, donc je continue. Je vais passer très rapidement sur la partie EasyApp. Je voulais vous montrer un outil qui montre un petit peu tout ça. Voilà, pour vous dire qu'il y avait aussi sur ce type, sur notre logiciel en particulier, il y a un mode solo qui est pour un établissement seul et un mode groupe. Donc l'ensemble des modules ils sont intégrés et voilà. Pour continuer sur la rédaction de la fiche CPOM, ce qui va être important, une fois que vous aurez fait cet inventaire, que vous aurez prévu votre schéma directeur, on a vu pas mal d'éléments là-dessus, c'est d'essayer de se dresser un budget un peu type sur 2 ans, en se disant, l'informatique en général, elle va me coûter combien? La partie application projet, donc tout ce qui va être dossier usager, gestion des temps, compta, va me coûter combien? Et la partie infrastructure et réseau va me coûter combien? En essayant de projeter ça, là c'est un exemple que j'ai pu vivre dans un EHPAD, en essayant de se projeter en matière de coût de personnel, coût de fonctionnement, donc ça va être toutes les licences, les abonnements, les frais récurrents, coût de prestation, donc tous les appels à prestataires qu'on va faire, et également intégrer les amortissements, puisque certains investissements comme les câblages ou l'informatique ou le matériel s'amortissent sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un exemple de budget qui peut vous servir pour présenter votre fiche CPOM. Je passerai très vite sur cette partie-là parce que Benoît l'a plutôt bien présenté. C'est que les personnes accompagnées doivent être au cœur du projet. Donc là aussi, une fois le dossier usager mis en œuvre, dans ce dossier usager, bien vérifier que toutes les phases télémédecine, messagerie santé, DMP soient intégrés au cœur de ce projet pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier justement.
Peut-être relaisser la parole du coup à Lionel sur un peu plus la fiche CEPOM, comment elle se déroule Oui, et puis notamment l'outil, Benoît Huette de la NAP vous en a parlé tout à l'heure, mais vous pourrez retrouver sur le site de la NAP, dans les fameux kits d'outils qu'il y a et dans les outils pour vous aider à la contractualisation CEPOM, il y a une fiche, un outil spécifique dédié à la fiche numérique qu'on peut présenter et négocier dans le CEPOM. C'est un modèle. Hein. L'objectif de ce modèle-là, c'est de fixer un canevas pour la fiche action. Et puis surtout de donner un panorama un peu des actions qui peuvent être proposées et négociées, actées dans le cadre d'un CEPOM. Ils ont défini 5 grandes orientations stratégiques qu'on peut déployer dans son schéma directeur ou feuille de route ou peu importe le terme. Mais effectivement, les actions stratégiques à déployer sur toute la durée du CEPOM, qui peut aller de l'informatisation de la structure jusqu'à une vraie vision un peu plus prospective. Donc, je vous invite éventuellement à aller télécharger cet outil-là sur le site de la NAP. C'est assez simple à trouver. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr nous contacter, on vous l'enverra, il n'y a aucun problème. C'est un document Word facile à utiliser. Effectivement, comme ce que je disais en introduction, vous avez tout intérêt, si vous avez un CEPOM à venir ou si vous avez déjà un CEPOM en cours, c'est pas forcément problématique, à travailler une fiche action qui serve de base de discussion avec votre autorité. Ça va être utile et particulièrement utile dans les mois et dans les années qui viennent. On reviendra rapidement sur les questions de financement, d'appel à projet. J'ai vu qu'il y avait peut-être des questions qui n'avaient pas été complètement répondues tout à l'heure. On pourra éventuellement prendre 5 minutes pour y répondre. On y reviendra dessus aussi dans les prochains webinaires un peu plus en détail, mais les appels à projets vont se lancer à partir de janvier. Ça sera d'abord une phase d'amorçage et puis surtout à partir de 2022 d'une façon beaucoup plus large. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à anticiper, à travailler, qu'il faut avoir quand même une vision relativement globale et pas trop se précipiter sur des solutions qui pourraient vous être apportées. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires qui commencent déjà à démarcher des établissements, des associations pour essayer de vendre notamment des solutions de DUI et autres. Voilà. Donc, prenez quand même bien le temps, si c'est une des remarques ou des messages qu'on voulait faire passer, de bien travailler à votre projet, donc à travers la rédaction d'une fiche, ça peut être ça pour décrire un petit peu le processus sur 5 ans, ou plus globalement sur la mise en œuvre vraiment d'un schéma directeur. Mais voilà, prenez quand même bien le temps nécessaire à la réflexion, à votre diagnostic et aux objectifs que vous voulez vous donner. Et puis de ne pas oublier que la mise en œuvre d'un schéma et de gestion de l'ensemble du numérique dans vos structures, ça a aussi un budget. Et que il faut pas négliger ce budget. Ouais, si tu veux en dire un mot, peut-être, Sébastien. Alors ça, c'est peut-être une slide qui m'engage un petit peu, c'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir dans les établissements avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, très souvent dans les établissements, quand on fait le ratio du budget informatique, d'abord il faut arriver à avoir ce budget informatique, mais une fois qu'on a ce budget informatique spécifique, on se rend compte que le ratio par rapport au budget global, il dépasse rarement les 0,2%. Et de ce que j'ai pu constater, en fait, il était très difficile en termes de coûts, quand on a mis à côté tous les coûts et même en rationalisant au maximum, d'avoir une informatique sur laquelle on n'ait rien oublié à moins de 1% du budget. Donc, si on n'est pas à 1% du budget dans son informatique, de manière globale, c'est une bonne piste pour mesurer le truc, on a oublié quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas traité. Et très souvent, ceux qui commencent à déployer des outils numériques un peu plus avancés, on les retrouve même aux alentours de 1,5% du budget. Donc ça aussi, c'est quelques éléments qu'il faut avoir en tête quand on fait son schéma directeur, parce que ce petit pourcent qu'on va gagner sur l'informatique, il va nous permettre
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'optimiser le nombre de jours aussi qui sont passés par nos collaborateurs en termes de panne. Donc, on va réduire ce nombre de jours. Donc, il est à mettre en rapport avec tout ça. Et puis, de bien penser lorsque vous travaillez aussi vos CEPOM et que vous êtes en négociation CEPOM. Je sais que malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais ça devrait l'être. Il doit y avoir un moment où, avec votre autorité, vous revoyez vos plans d'investissement de manière générale avec l'autorité pour essayer de la caler un petit peu sur la temporalité du CEPOM et à travers cette fiche de faire une fiche spécifique sur votre projet numérique, ça permet aussi de ne pas oublier de revoir vos investissements sur la durée du CEPOM et d'y intégrer aussi les investissements nécessaires sur le plan matériel et autres au niveau numérique. Donc voilà, de bien le préparer en amont et de surtout ne pas l'oublier dans votre renégociation des PPI lors de la signature CEPOM, de bien intégrer vos projets numériques. Et sur la fiche, effectivement, numérique, il y en a beaucoup qui vont peut-être dire, OK, mais sur le financement, on n'a pas forcément les financements pour pouvoir la mettre en œuvre à terme. Voilà, on commence à voir un petit peu plus comment va se financer l'ensemble de ces projets-là, que ce soit sur la phase d'amorçage ou sur la phase de déploiement, c'est peut-être encore un peu flou. Il reste que le financement va passer essentiellement par des appels à projets et ça peut très bien être l'objet de votre fiche action, de le mesurer justement et de vous engager à vous inscrire dans ces procédures d'appel à projets et de proposer justement des dossiers et de répondre aux appels à projets qui vont être pour la plupart administrés et faits par l'ARS. Voilà. Okay. Donc, oui, vous avez bien vu, hein, tous les enjeux sont quand même connectés. On essaie de voir une vue un peu plus globale, que ce soit au niveau de la fiche CEPOM, de dialogue avec l'ARS, en interne, du travail nécessaire pour aboutir justement à cette fiche CEPOM-là et à la mise en place d'un schéma directeur, et puis aussi d'une réflexion un peu plus large, à la fois pour pouvoir se doter des outils nécessaires vers une coopération ou une mutualisation des coûts des outils, mais aussi pour préparer et pour pouvoir répondre aux appels à projets. Vous le verrez, et puis on en reparlera aussi même un peu plus lors du prochain webinaire, mais que ce soit dans la phase d'amorçage, même après dans le déploiement, surtout pour les petites structures, celles qui ont, quand on dit petites structures, c'est aussi les moyennes, jusqu'à 5, 10, voire même 15 établissements, il va falloir proposer des projets qui se présentent de manière à mettre en avant une coopération, une mutualisation entre associations, entre organismes gestionnaires, pour pouvoir être éligible à ces appels à projets-là. Donc voilà, il y a une réflexion vraiment plus large et plus ouverte à avoir et on peut vous inviter dès aujourd'hui à effectivement faire le tour des structures à côté de vous, de voir éventuellement les mutualisations possibles. Juste revenir sur le prochain webinaire et puis on prendra les différentes questions pour essayer de tenir le timing puisqu'on est déjà presque à midi. Donc le prochain webinaire qui aura lieu le 17 décembre, vraiment plus axé là pour le coup sur la coopération. On reviendra sur les précisions sur les financements, les appels à projets qui vont venir. L'instruction normalement aura été publiée pour les ARS, donc on pourra aussi préciser sur ce champ-là. Et puis, on rentrera un peu plus, faire quelques retours d'expérience sur les collaborations dans l'informatique, vous présenter un petit peu les prérequis, revoir quel type de forme, de structure juridique on peut proposer pour structurer une coopération. Est-ce qu'il y en a forcément besoin ou pas déjà? Et puis, voilà, matérialiser ça à travers un budget de mise en place d'un projet mutualisé. Et on fera les 2 prochains webinaires sous Teams
pour qu'on puisse échanger plus facilement. Donc, vous aurez la possibilité d'ouvrir vos micros et de partager. Donc, ce sera aussi des moments d'échange qu'on essaiera de mettre en place. Voilà. Donc, je souhaiterais vous prendre encore un petit 5-10 minutes pour qu'on puisse répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Vous aurez dans la présentation les contacts pour aller un peu plus loin, pour vous inscrire pour les prochains webinaires ou pour contacter Sébastien sur le logiciel qui a été présenté ou pour d'autres questions. Et on va dérouler, si vous voulez bien, les questions au niveau du chat. Donc, il a été demandé, donc en parlant surtout du schéma directeur, combien de temps est-ce qu'il faut pour faire tout ce travail-là et est-ce que dans cette fiche CEPOM, il y a forcément que le schéma directeur? Donc, dans la fiche CEPOM numérique, le schéma directeur, il vise justement à avoir une vision globale de votre projet numérique. Donc, c'est une feuille de route en quelque sorte, hein, un peu plus détaillée. Donc, oui, c'est une fiche CEPOM spécifique numérique va parler de votre schéma directeur. Après, sur le temps nécessaire pour l'amont, le diagnostic et la mise en œuvre la rédaction d'un schéma directeur, là, c'est plus Sébastien qui pourra répondre. Non, mais pour répondre, c'est difficile de répondre parce qu'en effet, vous connaissez le secteur et il y a des mono-établissements, il y a des multi-établissements, il y a des petits et des gros établissements, donc ça dépend un petit peu de votre établissement. Ce qu'on peut considérer, c'est que un professionnel qui a l'habitude de faire des schémas directeurs peut aller assez vite parce que néanmoins, les établissements se ressemblent en termes d'objectifs, hein, donc peut gagner du temps. Un établissement qui se lance un petit peu seul dans cette démarche, forcément, il va prendre tout le temps pour prendre la connaissance du métier, essayer de creuser des informations un peu techniques. Donc pour moi, c'est assez, ça peut être chronophage si on ne se fait pas accompagner, ça peut aller beaucoup plus vite. Dans votre région, autour de vous, il y a des personnes probablement qui vous accompagnent en informatique. Donc là, l'idée, c'est peut-être de se faire accompagner sur cette partie-là. Et si on le fait tout seul, d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu simple, mais qui couvre tous les aspects. Répondre à Monsieur Corcelette qui effectivement avait posé une question sur les éditeurs de logiciels. Donc le marché, là on parle du financement, hein, etc. Le marché ouvert auquel doivent se conformer les éditeurs de solutions va être publié qu'en février. C'est le délai qui a été annoncé. Donc, effectivement, peut-être que certains éditeurs se sont déjà conformés au cahier des charges, mais pour le moment, il n'y a pas de sélections qui ont été faites et qui ont été annoncées. S'il y a des gens qui vous démarchent en disant « on fait partie du marché, on a été sélectionné », ils le seront peut-être sûrement parce qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour se conformer au cahier des charges, mais le marché n'est pas encore publié. Il sera publié qu'en février. Donc, on ne peut pas vraiment se prévaloir de cette sélection de ce marché-là pour le moment au niveau des éditeurs. Ensuite, on avait une remarque qui nous disait que la Solidatech nous avait indiqué que nous n'étions pas éligibles. C'est bien pour l'ensemble des associations, la ressource Solidatech, c'est bien ça? En théorie, c'est en effet pour l'ensemble des associations. Donc, en fait, déjà, il faut savoir si vous êtes associatif ou pas. Associatif, loi 1901, hein, donc à but non lucratif, c'est aussi peut-être ça. Et sinon, il n'y a pas foncièrement de raison. Alors, j'ai une remarque, effectivement, sur les champs autres que médico-social. C'est une de nos grosses inquiétudes et effectivement, on suit ça aussi de près. Pour le moment, en tout cas, la phase d'amorçage, elle est uniquement médico-sociale. Elle va passer par l'ARS. Et ce sera que le médico-social qui sera financé parce que c'est sur un cercle restreint. Sur le déploiement par la suite, il y a quand même une volonté de l'ouvrir vers le social. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien de matérialisé, rien de mis en œuvre et on parle essentiellement du canal classique assurance maladie sur le financement. Donc, on va suivre effectivement les évolutions et essayer de faire en sorte que ça puisse s'ouvrir sur d'autres champs un peu plus larges que uniquement médico-social ARS. Voilà. Mais en tout cas, sur la phase d'amorçage, donc sur cette année, ce sera uniquement ARS
financement ARS, oui, tout à fait. Pour la présentation, donc elle va être disponible en ligne. On verra pour essayer de vous l'envoyer aux adresses mail que vous avez inscrites pour l'inscription. Voilà. Et puis je vais faire un tour rapidement pour voir si on aurait oublié éventuellement une question. Oui. Pourquoi ne pas utiliser simplement le taux de vétusté que fournit l'état des immobilisations? Donc ça, c'était pour prévoir, j'imagine, le renouvellement du parc, etc. Voilà, Sébastien pourrait répondre, mais je vais juste préciser, effectivement, le taux de vétusté, ça va être une donnée comptable. En informatique, il faut aussi se rapprocher de l'utilisation et du degré d'adéquation de votre matériel à votre activité de tous les jours. Un ordinateur et une solution logicielle peut être dépassée même si elle n'est pas finie d'être amortie. Donc, et inversement, vous pouvez avoir fini d'amortir un matériel qui peut être toujours tout à fait opérationnel. Donc, c'est important de suivre vraiment l'utilisation réelle des outils et pas uniquement de se référer à des taux et des indicateurs un peu plus comptables. Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est-à-dire que votre stratégie ne peut pas se baser sur les IMO parce que les IMO, un matériel peut être amorti en 2 ans ou en 3 ans, alors que on a considéré que dans le schéma directeur, c'est sur 5 ans qu'on voulait renouveler notre matériel. Donc, il n'y a pas forcément de lien et je pense qu'il vaut mieux gérer les dates de garantie, éventuellement le système d'exploitation qui peut être dangereux aussi, plutôt que de se baser sur de la compta. Tout à fait. Voilà, écoutez, si jamais il y a encore des questions, on peut prendre 1 ou 2 minutes encore pour y répondre. N'hésitez pas à les écrire. Je vois amorçage médico-social financé par assurance maladie. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, l'instruction va arriver d'un jour, d'une semaine à l'autre aux ARS et les appels à projets doivent être lancés sur le mois de janvier. Début février. Voilà. Toute la phase de la procédure d'appel à projet va être comprise entre janvier et fin mars, en gros, avec la sélection des projets. Voilà. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire, donc le 17 décembre. On reviendra sur toutes ces phases de financement, fonctionnement, etc. Et puis on parlera un peu plus coopération et mise en œuvre de la coopération. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y avait des questions complémentaires ou des besoins complémentaires. Merci à tous.